Louise Grenier, bonjour. Oui, bonjour Lisa. Merci d'avoir répondu à l'invitation des éditions Philobia, ici à Bucarest, pour la présentation de votre ouvrage qui est absolument passionnant et qui s'appelle Fille sans père. Alors, c'est un thème majeur, nous allons donc le développer aujourd'hui dans cette interview. Je rappelle que vous êtes psychologue et psychanalyste, vous avez une longue pratique et c'est ce qui vous a permis effectivement de rédiger cet ouvrage illustré de nombreux cas rencontrés en consultation. Alors, ma première question est toute simple, d'où est venue l'idée donc d'écrire cet ouvrage? Oui, en fait, c'est en début 2000, hein, c'est quand même, ça date de 20 ans. Mhm, Donc, j'avais lu un article de François Peraldi, qui est un psychanalyste d'origine française d'ailleurs, qui mhm. exerçait au Québec et qui avait publié un article qui s'intitulait L'attente du père chez Marguerite Duras. D'accord. Comme j'aime beaucoup Marguerite Duras et puis je connaissais bien François Paradis, j'ai lu cet article et je me suis dit: «Il y a quelque chose là, c'est rare qu'on parle de l'attente du père, chez les filles, l'attente du père Mhm. dans l'imaginaire féminin, le manque du père, l'absence du père» et on sait que ça a été, le cas pour, Marguerite Duras. Oui. Donc je me suis dit: «Peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire là». De plus, j'avais quand même pas mal de patientes qui, s'en plaignaient de cette absence ou qui, du moins, l'évoquaient, sans Bien trop sûr. insister, sans trop analyser les effets de cette absence. Le plus souvent, D'accord. on parlait de la relation à la mère. Alors je me suis dit: «Il y a quelque chose». Puis sur un plan plus personnel, moi-même, ayant perdu mon père assez jeune, ça m'a interrogée aussi. Donc il y avait une combinaison des 2, C'est ça. personnel et professionnel. D'accord. Alors avant de venir donc à la problématique de la relation du père avec sa fille, en fait, je voulais vous demander en quoi déjà un père est-il important pour sa fille? En quoi est-il important au quotidien? Oups, j'avais pas Une vaste question. Qu'est-ce qu'il est censé nous apporter? En quoi sa présence est nécessaire et peut-être même fondamentale? oui, elle est certainement fondamentale, au sens de pour faire contrepoids à la peut-être à la présence de la mère, à la puissance même de la mère dans le rapport à l'enfant. Donc c'est lui qui, il est second dans le rapport à l'enfant. Mhm. Même si le père d'emblée les pères d'aujourd'hui sont très présents Oui, envers les petits bébés et dans ce sens-là, ils se comportent un peu comme la mère. Mais il est important que quand je parle du père, je ne parle pas seulement du père dans la réalité, concrète, mais aussi, du père, en tant que tiers séparateur qui amène un point de vue nouveau, et qui introduit l'enfant au monde aussi, qui, qui marque, la séparation, fusionnelle, et la oui. perte de la fusion. Dans ce sens-là, il est important et Mhm. prioritaire pour aider l'enfant à se différencier, à s'individualiser. Ce n'est D'accord. pas sa seule fonction, bien sûr, mais Oui. c'en est Est-ce qu'il a une fonction protectrice? Est-ce qu'il a une fonction de soutien inconditionnel, de guide? En fait, qu'est-ce qui nous apporte si on a connu cette relation, bien sûr, ce qui est rare. et je n'ai pas assuré qu'il va apporter tout ça justement. Eh oui, alors c'est Même un bien. père même un père qui est là, hein, qui est présent Oui. dans la réalité familiale, il peut être absent, sur le plan émotionnel, donc c'est sûr que dans l'imaginaire de chacun, le père est une figure protectrice, Mhm. on le veut comme ça. Eh C'est oui, aussi c'est aussi celui qui est, supposé, hein, de représenter un certain cadre, une loi, la loi de séparation, par exemple, les oui, interdits, le surmoi, la conscience, bon, le représentant de la loi au sens, freudien, du terme. oui. Mhm. D'accord. Symbole, mais de la parole aussi, de l'importance de remplacer le corps à corps par, un échange verbal. D'accord.
ouais, Mais ouais. ça, évidemment, on parle dans l'idéal, dans la Bien réalité, sûr, voilà. Dans la réalité, c'est comme ça que ça devrait se passer, mais on se rend bien compte que dans la majorité des cas, ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors, on va parler du premier cas pour nos lecteurs. En fait, c'est lorsque le père, alors, soit est décédé prématurément, soit il a quitté le foyer, soit il est, comme vous le dites, présent, mais totalement absent parce qu'il ne parle pas, il est silencieux, il est, voilà, c'est un petit peu comme un fantôme. oui, Donc, c'est cette absence du père, parce qu'on va voir qu'il y a l'autre volet qui est la surprotection, le contrôle. Mais oui, dans cette absence du père, alors voilà, quelles sont les conséquences, on va dire, pour les filles? oui, alors voilà. Il y a des conséquences pour les garçons aussi, mais on va Oui, parler, des filles, parce qu'on n'aime pas, on n'a pas suffisamment mis d'importance, sur la relation père-fille, hein. On a beaucoup oui, insisté sur la relation père-fils, hein, père manquant, fils manqué. Il y a une oui, auteure oui, qui oui, a ce livre, avec ce livre, donc mais est-ce que père manquant, fille manquée, c'est possible? oui, sûrement. Oui, oui, parce qu'au fond, le père, surtout à l'adolescence, pour la valorisation de la féminité, pour la reconnaissance de la féminité de sa fille. Mais ce qui arrive, parfois, c'est que le père est présent dans la vie de la fille lorsqu'elle est avant la puberté. Oui. Des relations de tendresse, de jeu, Mhm. évidemment, je parle pas des pères, pervers ici, là, des pères Oui. narcissiques, mais des pères, dans le meilleur des qui remplit bien son rôle et est capable de jouer avec sa fille, de parler, et Mhm. cetera. Donc ça, c'est important parce que c'est quand même, pour elle, un modèle aussi. Oui, Elle peut s'identifier, on sait que en psychanalyse, on reconnaît la bisexualité psychique quand même et donc une identification féminine, mais aussi une identification masculine et c'est important, qu'il y ait cette possibilité de s'identifier à son père en tant qu'homme pour, être active, puis et cetera. Donc, il y a dans la relation père-fille, à ce moment-là, quand même aussi chez le père, des désirs envers, pas des désirs sexuels, je parle d'un certain idéal, un certain rêve pour sa fille. Un jour, tu seras, tu pourras oui, faire. Il lui communique aussi ses propres rêves. Mais ce qui arrive, c'est parfois lorsque la puberté arrive, le père a tendance, certains pères, hein, peut-être plus craintifs que d'autres, s'éloignent de la fille et interrompent cette relation de tendresse, de crainte d'une transgression ou d'une idée de transgression même, oui, hein. Donc, ils arrêtent la tendresse, ils s'éloignent, ce qui crée chez la fille un sentiment d'abandon, de perte à ce moment-là. mhm. C'est la difficulté là, de reconnaître que sa fille devient une femme, Et de oui, passer à un autre mode relationnel, oui, voilà, celle d'avec la petite fille, mais d'avec la fille devenant femme, c'est ça, sexuée, pouvant inspirer du désir, d'accord, d'accord. etc. Et donc, mais il y a aussi le père, on le voit beaucoup, hein, aussi des femmes qui ont réussi dans leur vie professionnelle ou artistique, le Oui, disent, hein. Le père a été un soutien, un support, un mhm. modèle. Puis parfois même a fait contrepoids, qui vient comme par rapport à la mère, et il y a un choix identificatoire. Oui, voilà, ça peut arriver aussi. Aider à se promouvoir, à une promotion de sa valeur, à se réaliser. Donc c'est très important le père. C'est pas seulement une figure oui, c'est une figure de soutien, mais la mère peut l'être aussi, ça. Oui, Mais c'est aussi, moi je trouve le principal apport, c'est qu'il fait contrepoids d'accord. à au Oui, pouvoir des mères et à leur manière de voir le monde aussi. et oui, parce que pour une femme, c'est quand même, en dehors du frère éventuellement ou du cousinage, le père reste la première figure, masculine avec le grand-père, bien sûr, il y en a un certain nombre dans la Oui, oui, famille. on parle du père au sens large. Oui, voilà, Ouais. Ce n'est pas seulement le père, l'individu père, peut-être oui, le grand-père, l'oncle. l'oncle, L'important, c'est qu'il y ait une altérité. oui,
là, pour la fille, c'est le premier étranger. Étranger par rapport à notre sexe, Et notre oui, manière de voir. C'est l'altérité. bien Et sûr, son rôle, c'est d'introduire à l'altérité, sortir de la fusion. On n'est c'est pas ça. pareil. C'est pas pareil. Enfin, on n'est jamais complètement pareil, hein. Même la Oui, mère et la fille, mais il y a cette illusion d'être pareil. et oui. Alors, je voulais vous demander, qu'est-ce qui se passe quand la mère, en fait, enfin, l'épouse et la mère coupent l'enfant du père? Quand c'est elle qui fait qui éloigne le papa? Quels sont les effets plus tard? Parce que là, on est dans une symbiose mère-fille, peut-être pendant longtemps, toute la vie, peut-être, certaines fois, et le père est exclu. Oui, alors ça, oui, là, c'est très problématique. Effectivement, ce sont des cas de figure qu'on voit assez souvent. Oui, Euh, En Occident, en tout cas, oui. où le pouvoir des mères et femmes est plus grand que dans d'autres sociétés Mhm. patriarcales, qui sont restées très patriarcales. Et oui, Là, dans les cas d'exclusion, d'abord, hein, quand on travaille en psychothérapie, on analyse, on essaie de comprendre les causes de cette exclusion. Ça peut être une maladie mentale chez la mère aussi. Un oui. trouble de santé mentale chez la mère qui amène ça. Mhm. Euh, ou encore, ça peut être que le père est vraiment vu par la mère comme un incapable de Mhm. remplir son rôle, qui est un danger pour sa fille. Il peut y Oui, avoir plusieurs motifs. Des fois, ça peut être compréhensible aussi qu'elle tout à l'éloigne. fait. Oui, oui, tout à fait. Mais pour la fille, cette exclusion du père, bien évidemment, ça rend plus difficile la séparation psychologique avec la mère. Et oui. Je ne parle pas uniquement de séparation physique, parce qu'elle peut se séparer physiquement, faire des choses géographiquement, même s'en aller de l'autre côté de l'océan. Oui. Mais le lien intérieur, le lien psychologique demeure, elle demeure liée à sa mère et cette manière d'être en lien avec la mère va se transposer dans ses autres relations, dans le couple, dans ses amitiés. Ouais. Donc, l'exclusion du père, d'abord, ça peut être quand même un manque, c'est quand même quelque chose qui va affecter. Ça peut être une douleur, mais dans ma façon de voir les choses, pratiquer, je ne cherche pas à réparer. Tu vois, il y Non. a des choses qui sont irréparables. Oui. Ça arrive. Ce sont des situations malheureuses, mais euh, notre rôle, c'est d'apprendre, d'aider la personne à reconnaître ces malheurs qui lui sont arrivés Mhm. et de les intégrer à son histoire. Ce Oui. n'est pas de dire, ah, ben, tu étais capable de t'en tirer, tu as été capable de réparer uniquement, de raccommoder les choses. Moi, je Mhm. n'y crois pas trop. Ça peut aider un certain temps, Oui. mais mieux, je crois, c'est de reconnaître que la chose est arrivée, que ça fait mal, qu'il y a là un manque. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen, comment la fille va faire avec ce manque? Donc, Oui. supposons qu'il y a une exclusion. Là, tout va dépendre aussi de la manière dont la mère va se comporter avec la fille. Est-ce qu'elle va ouvrir quand même sa fille au monde? Est-ce qu'elle Oui. va introduire, elle, du tiers? Alors, elle peut avoir un autre conjoint, elle peut avoir un frère qui joue ce rôle, elle travaille, elle a des liens ailleurs, elle n'est pas centrée uniquement sur sa fille. Oui, Donc, il y voilà. aura quand la fille devient la seule raison de vivre de la mère. Oui, c'est ça. L'unique, Imaginez le poids que ça impose à la fille. c'est Et ça. là, ça amène parfois des filles à fuir complètement la mère Mhm. et même à rompre les liens avec elle, fusion ou rejet. On est dans l'alternative euh, extrême. Soit c'est la fusion, soit c'est le rejet. Donc à ce moment-là, la fille n'est pas arrivée à trouver un compromis, à se séparer d'elle autrement que par le rejet. Ce qui n'est pas une vraie séparation. Et oui. Tout dépend alors de la mère. Est-ce que la mère parle à sa fille? La parole, hein, pour les analystes, c'est aussi un représentant du père. De pouvoir Oui. parler, mettre des mots à la place des actions, à la place du corps aussi, de parler de ce manque, de parler du père, de son absence, des raisons. Au fond, c'est
pas seulement de communiquer, mais c'est dire les vraies choses, comme on Oui. dit simplement. Mhm. Simplement. L'expliquer. Ne pas mentir, ne pas raconter d'histoire. Voilà. C'est pourquoi. Tu as un père, mais Oui. D'accord. Alors, il y a un autre cas de figure qui revient très souvent, nos lectrices vont certainement se reconnaître, c'est le père est présent au foyer, mais il ne dit rien. Il est silencieux, on lui parle, c'est comme s'il n'était pas là. Il n'y a pas de... Voilà, on se heurte en fait à une espèce d'absence. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les effets justement ultérieurs de cette conduite? et ça, on le voit aussi chez les garçons, évidemment. Mais le père, à ce moment-là, il est possible que ce soit un père dépressif. Oui, tout à fait. Ah, on le voit aussi chez les alcooliques. Euh, les pères qui restent à la maison, ils ne sortent pas nécessairement, ils restent à la maison, ils regardent la télévision, ils font Mhm. jeux vidéo, je ne sais trop là, mais ils sont pas en lien. Ils ont une difficulté à établir le lien. Et il est probable que cette difficulté, elle existe aussi avec leurs femmes. Oui. Des pères enfermés, des pères. Alors, l'effet, c'est très, d'après ce que me disent les. Encore là, il y a toujours des variations individuelles, hein, Bien parce que le sûr. père est vu comme quelqu'un de bon, mais mou. Oui. Un peu inutile. Tu sais, celui qui ne parle pas, c'est un peu la victime, c'est un peu le. Bon. euh, Nous, parfois, c'est le père renfermé, replié, inaccessible. Alors, qu'est-ce que ça crée? C'est que souvent, ça amène les filles d'abord à un sentiment d'abandon, d'échec au niveau relationnel. J'ai beau Mhm. essayer d'entrer en rapport avec lui, il n'y a rien qui se passe. Ça peut amener de la colère aussi. Et encore là, ça a le même effet qu'une absence dans la réalité, au sens que de maintenir la relation à la mère et le mode fusionnel dans la relation à la mère, le pouvoir de la mère. Donc, Mhm. c'est elle l'autorité, c'est elle qui mène, c'est elle la référence première. Le père, ben, il ne compte pas. Donc, comment s'identifier à une figure pareille? On n'a pas envie de s'identifier à une figure comme ça. C'est bien beau, il est bien tranquille, mais ça nous mène. On se heurte à un mur. Et c'est décevant. Donc, il y a des déceptions, mais paradoxalement, ce genre de filles vont s'identifier davantage à la mère, Mhm. vont choisir un homme qui ressemble à leur père au départ. Donc, elles D'accord. vont reproduire dans leur relation ultérieure ce modèle du couple parental. D'accord. Oui, ça c'est important, on va y revenir. Alors, il y a une troisième variante, c'est le père qui est hyper présent, qui est contrôlant, qui est autoritaire, qui est possessif, qui veut tout savoir de ce que fait sa fille, où elle est, qui elle voit, à l'adolescence, qui elle fréquente, etc. Alors là, c'est un petit peu l'inverse. C'est le père un petit peu pot de colle, entre guillemets. Et alors là, quelles sont les conséquences pour la fille? Ah, le papa poule, Oui, un petit peu. oui. C'est le papa poule, c'est le papa qui joue à la mère, qui Oui, d'accord. joue, qui fait plus la mère, qui a du mal à exercer sa fonction de père, qui est de frustrer, de couper le lien, de trancher, d'imposer des règles, un cadre. Enfin, c'est la fonction de la mère aussi, vous êtes bien d'accord. Mais parce qu'en psychanalyse, on ne réduit pas la fonction à une personne. C'est-à-dire la fonction père peut être exercée par la mère. Oui, Sinon, on ne dirait pas. Là, il faudrait compter uniquement sur le père pour que la fille se sépare, oui, voilà. accède à la parole. On serait bien mal pris. Hein.
le- le- la paternité, c'est une fonction. Mais il y a des individus qui doivent l'incarner et dans nos sociétés, ben, généralement, c'est l'homme. Oui, Et en aujourd'hui, on principe, a c'est des l'homme. couples homosexuels, on a des couples, on va sûrement y revenir, mais ça peut être deux femmes qui ont des enfants, deux hommes. Oui, Il voilà. y a tellement de cas de figure, donc c'est pourquoi qu'à ce moment-là, on doit parler de la fonction paternelle. Mais oh, j'en oublie votre question. Oui, alors Ah oui, sur le père contrôlant qui veut tout savoir, qui est omniprésent ah, mais c'est finalement. le papa qui se prend pour la mère, Oui, ou alors le papa, ça c'est l'anxiété, hein, c'est un père anxieux aussi, c'est un homme anxieux. Alors, il imagine toutes sortes de dangers, il est possessif, il est contrôlant, au début, ça ressemble à de l'amour. oui, ça ressemble, oui. Oui, la fille peut se sentir aimée, mais à un certain moment, elle désire s'échapper de cette pression. Et c'est là que les conflits peuvent commencer, devenir assez violents. Et oui. Euh, Probablement que dans ce cas, ben, pas probablement, ce qu'on voit souvent, c'est que la mère est assez effacée. Mhm. D'accord, oui. Voilà. Oui, C'est d'accord. qu'elle-même, elle laisse l'autorité, la fonction, elle laisse le père contrôler sa fille. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je pense que ça crée beaucoup d'anxiété et chez la fille, puis pour certaines, ça crée plus l'anorexie. Vous savez. Ça peut créer de l'anorexie, des problèmes de santé physique, des problèmes de dépression, parce que la fille cherche à s'émanciper, Et oui, à exprimer sa personnalité, elle n'y arrive pas, elle est coincée, elle développe de la colère, mais elle réprime sa colère, elle peut déprimer, donc, et aussi développer des symptômes anorexiques ou de même voir de la délinquance pour échapper à cette pression. ah oui, d'accord. Alors, on va parler de... Parce que vous dites qu'il y a trois dimensions dans la relation au père. Il y a une dimension symbolique, imaginaire et réelle. Alors, en quoi ça consiste, donc, cette tridimensionnalité? Bon, cette tridimensionnalité, d'abord, elle nous vient de Lacan, de Jacques Lacan, D'accord? qui distinguait les registres du réel, de l'imaginaire et du symbolique. Moi, j'ai Mhm. voulu faire un livre de vulgarisation Oui, sans que ce soit simpliste. oui, c'est très important. Oui, c'est très important de respecter le lecteur. Il ne s'agit pas Oui, de donner des recettes, mais oui, de faire comprendre comment ça peut se oui, passer. oui, Et en mieux comprenant, ben, on fait de meilleurs choix. Donc, le père est dans la réelle, on peut dire, c'est le père dans la réalité familiale, le géniteur, celui qui est là, oui, s'incarne, oui, et qui est chargé, lui, de la fonction, bon, qui arrive plus ou moins bien. Hein. C'est impossible. Le père idéal, ah ben justement, le père idéal, ça n'existe pas, c'est l'imaginaire, c'est le père d'accord, idéal. C'est le père d'accord. dont on parlait, le protecteur, c'est Dieu, quoi. Et oui, Tu sais, la figure de Dieu est empruntée au Père, le oui, protecteur, celui sur qui on peut compter. On sait bien que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. oui. C'est vrai Donc, aussi pour et oui. Donc, le père imaginaire, c'est le père idéalisé, en c'est effet. ça? Oui, Oui, c'est le d'accord. Père idéalisé, c'est le Père qu'on désire, c'est le Père rêvé. C'est le Père aussi qu'on a à l'intérieur de nos souvenirs. Et là, c'est quand même basé sur une certaine expérience. Oui. Donc, la mémoire du Père, on a une mémoire du Père. Mhm. Ouais. D'accord. Quand on parle d'une mémoire, c'est toujours subjectif. Quand on parle de nos souvenirs, on sait que ça correspond rarement à la réalité objective. C'est modifié par nos affects, nos désirs, etc. Donc, le Père, c'est le Père à l'intérieur de nous, imaginaire, c'est le Père à l'intérieur de nous, le Père rêvé, le Père imaginé, mais le Père dont on se remémorer aussi. C'est important, ça. Et ça nous porte aussi, le Père, parce que c'est une réalité psychique. Pas Oui, la réalité objective, mais c'est une réalité
sur laquelle on peut compter quand Mhm. même. Ce n'est pas la même chose qu'une illusion. Oui, Et le père symbolique, ben ça, c'est elle la fonction. Le père dont je parlais tout à l'heure, la fonction tierce, l'altérité, la fonction de la parole, ce que Freud appelait la castration, là, qui est la réalité, on parle ici de séparation. Je ne suis pas tout pour la mère et elle n'est pas tout pour moi. Il oui, existe, oui, oui, l'enfant n'est pas tout pour elle. absolument. Elle a des désirs et puis elle se tourne vers un homme qui est lui. Alors, vous dites il y a une attente du père dans l'imaginaire féminin, même une fois adulte, très certainement. Et justement, de quoi est-elle formée, cette attente du père? Alors, si je reviens à l'article de François Peraldi, qui Oui, était à l'origine, et quand il parlait de Marguerite Duras, il parlait de son livre, d'un de ses livres, une nouvelle, ouais, c'est plutôt un roman, qui est L'attente de Monsieur Andelmas. ah oui, d'accord. De Monsieur Andelmas. C'est l'histoire d'un père qui, là c'est le contraire, c'est un père qui attendait sa fille, ok, dans le livre, dans le roman. Oui, Un père attend sa fille, il est assis tout seul sur un promontoire. La nuit, il regarde une place d'un village où il y a un bal. Et avec Marguerite Duras, il y a toujours une place vide, un bal. Et il regarde sa fille danser avec son amant et il l'attend. Et c'est cette attente de M. Andesmas. Aldesmas, excusez-moi, j'oublie le nom exact, qui est le propos de la douleur de son attente, la peur qu'elle ne vienne pas, le fait qu'il l'imagine avec un autre homme, euh, la tristesse, la solitude de cet homme. Et ce que Feraldi interprète bien, c'est qu'au fond, il y a une inversion des rôles et que sans doute, c'est la fille ici, ça représente la fille, Marguerite Duras, qui elle-même a perdu son père très jeune, qui attend un père, mais sans le savoir, à son insu. Hein, oui, inconsciemment, elle attend ce père qu'elle a très peu rencontré, qu'elle a très peu vu et qui est mort loin d'elle. Mais qu'elle attend de cette figure d'un père aimant, protecteur, qui l'aurait aidé justement à se séparer de la mère qui, on le sait, chez Marguerite Duras, était extrêmement importante et imposante et folle aussi quelque part. Donc, elle n'avait pas ce contrepoids, ce refuge aussi, parce que le père, c'est aussi, pour la fille, un refuge. mhm, Freud disait que c'est une halte. Non, c'est un port, comme un port d'attache. C'est une façon de sortir de la mer. eh oui, Hein, c'est le premier, premier pas en dehors de la mer. Donc, au sens symbolique, c'est très important. Donc, on sait à quel point, pour Marguerite Duras, la figure de la mère a été prégnante. mhm, L'attente du père, c'est un peu comme l'attente d'un sauveur, dans ce sens. d'accord, Ouais, ah oui, imaginaire. eh oui, d'accord. Et alors, quelle va être l'influence du père sur la sexualité de sa fille, donc à partir de la puberté? Comment le rapport avec le père va influencer plus tard la sexualité? Alors là encore, il y a des variations. Bien Dans le sûr. meilleur des cas, hein, le père, c'est un modèle de l'homme, c'est le premier homme dans la vie d'une fille. Donc, premièrement, il est important que lui, il porte son désir vers sa femme Oui, et non pas vers la fille, oui. et elle peut le voir, et aussi qu'il soit capable de la reconnaître comme fille tout en restant chaste dans sa manière, tout en étant respectueux dans sa manière de parler Mhm. et de la toucher.
Parce qu'il y a des pères, dans leurs propos, sont intrusifs. Oui, Dont ils parlent de la féminité de leur fille ou de la sexualité de leur fille. J'en connais là, chez mes patientes qui me rapportent des propos du père. Ben, je coucherais bien avec toi. ah oui, oui, là c'est quand même Ben, c'est plus cru. que, oui, oui, c'est plus qu'un climat incestuel, là c'est carrément une proposition. Oui, alors c'est cru. Oui, Mais en même temps, c'est bête parce que ils croient que c'est pour la valoriser. Ah ben, tu es belle, tu es désirable, donc mhm, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas nécessairement une proposition, mais c'est équivoque. oui, Pour c'est la ça. fille, il y a un malaise. À ce moment-là, elle évite de le toucher. Mhm. Donc, pardon. Je pense que pour le père, c'est vrai que c'est difficile de s'accorder vraiment, parce que lui, à la fois, il peut la voir comme une belle fille, une belle femme, et une future femme qui pourrait être désirable pour les hommes. D'où parfois la jalousie, hein. On Oui, parlait de aussi, aussi. contrôlant. Ça peut expliquer aussi pourquoi ils sont si contrôlants, c'est qu'ils sont jaloux, ils veulent Mhm. la garder, donc le plus tard sera le mieux, hein. Oui, Et donc, mais pour la fille, c'est important que le père la voit comme, vous savez, comme les pères qui racontent, qui disent à leur fille, autrefois, hein, c'était dans les. Bon, peut-être qu'aujourd'hui c'est différent, mais ah, c'est moi, je vais t'amener à ton premier bal. On voyait ça dans les contes d'autrefois, là. Mais oui. c'est toi qui va t'introduire d'une certaine façon à la sexualité, mais ce ne sera pas moi l'homme de ta vie. Alors, comment. Parce que moi, je suis confrontée la plupart du temps à des problèmes plutôt qu'à des gens, qu'à des situations qui sont idéales. Et dans l'idéal, on peut dire que le père reconnaît que sa fille, il ne reconnaît pas besoin de le dire, mais c'est dans son attitude, dans sa manière d'être avec elle, qu'il va la respecter, la reconnaître comme femme, Mhm. et euh, lui parler aussi, la façon dont il lui parle euh, en ne lui parlant pas comme on parlerait à une femme qu'il désire, par exemple, mais à une femme qui peut être désirée par quelqu'un d'autre que lui. Je ne Mhm. sais pas trop comment le dire autrement. Oui, c'est ça. Il peut lui faire des compliments, il peut lui dire qu'elle est belle, qu'elle ressemble à sa mère, ou peu importe, mais que ce soit toujours dans le respect. Mhm. Ça, c'est- Alors, est-ce qu'on peut dire deux mots des pères qui passent à l'acte, c'est-à-dire voilà, qui passent dans l'inceste, hein, qui abusent sexuellement de leur fille? Est-ce que vous en recevez en consultation? Est-ce qu'il y a un pourcentage important de personnes qui ont été abusées? On sait que les statistiques européennes disent qu'il y a une personne sur cinq qui a été abusée sexuellement, pas forcément par un membre de la famille, mais ou de la famille ou apparenté. C'est quand même énorme. Donc, dans vos constats, Combien? il y a une personne, les dernières statistiques montrent qu'en Europe, une personne sur cinq a été abusée sexuellement. Donc, c'est colossal. Alors, que ce soit par un membre de la famille ou des personnes qui gravitent autour de la famille, bon, voilà, ça, des fois, ce n'est pas forcément le père. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez dans vos consultations beaucoup de femmes qui ont été abusées d'une manière ou d'une autre par leur père? Oui, oui, Oui. Mhm. c'est ravageant. Oui. Euh, Et on est toujours frappé d'étonnement que ça dure parfois des années Mhm. avant que la fille puisse s'échapper de cette relation au père. Oui. En fait, dans ces cas-là, il y a c'est comme si la fille était une extension du père. Mhm. Et souvent, d'ailleurs, elle n'a pas la sensation,
comment dire, le sentiment que son corps lui appartient de Et toute oui, façon. Et malheureusement aussi que ça peut se faire avec la complicité, volontaire ou non, ouais, plus ou moins consciente, de oui. la mère. Des mères qui disent, non, qui ne croient pas leur fille lorsqu'elle, la Oui. fille les en informe donc mais ce que je vois, c'est une sexualité complètement, pervertie aussi chez la fille, hein, Oui. dans ce cas-là. Parce que souvent ça amène une un état d'excitation sexuelle, une Mmh. incapacité dans la relation dans le rapport à la sexualité, ce sont des femmes qui, ne sont pas capables d'attendre. Mmh. Justement, de composer avec l'attente. Dès qu'il y a une excitation, c'est une surcharge sexuelle, il faut passer à l'acte. Dès que la libido monte, il faut passer à l'acte. Il faut satisfaire le besoin immédiatement. Fait que elles n'ont pas appris la limite. Ce sont des filles sans limite dans leur relation amoureuse subséquente. Mmh. Il y a d'autres cas où ça peut créer, au contraire, un refus de Oui. la sexualité, mais le plus souvent, c'est le contraire. Moi, dans ce que j'ai rencontré en clinique, les enfants qui ont été élevés dans un climat aussi, pas seulement qu'il y a eu de l'inceste de fait, mais de l'inceste, un climat incestuel, la même chose se produit. C'est-à-dire que dès qu'elles ne sont pas capables de, comment on dit aujourd'hui, de gérer leur libido, de d'être en contrôle de leur libido. Dès que la elles sont esclaves de la montée sexuelle et dès qu'il y a cette montée sexuelle, il faut la satisfaire. C'est un des effets. Sans parler, bon, et là je ne parle pas de tous les autres sentiments, Oui. qui vont avec par rapport à l'inceste, c'est-à-dire que le père, c'était d'aimer quelqu'un et parce qu'il y a de l'amour pour le père, puis il y a la trahison, donc Oui. il y a un mélange d'amour et de haine constant au niveau relationnel, l'amour et la trahison. Il y a l'incompréhension, la violence, c'est surtout la violence hein, dont Mmh. elle se plaignent. En fait, l'inceste tue l'enfant. Oui. C'est un meurtre psychique. Un meurtre. Parce que la fille, on lui a volé son enfance. Elle a été vue comme un objet sexuel, un jouet Mmh. sexuel. Et le problème principal après, c'est de se percevoir autrement que comme un objet sexuel, un jouet sexuel. Comment être un sujet qui a des désirs et qui assume ses désirs dans la relation? Alors, ça va se reproduire. Le risque, c'est pas là, je ne veux pas condamner tout le monde à ça, là, mais le risque est que dans ces relations amoureuses, elles se mettent en position d'objet. Elles Mmh. ne sont pas capables d'être en position de sujet. Mais vous allez dire, on trouve ça ailleurs, on trouve ça ailleurs aussi, des filles qui se mettent en position d'objet sexuel. Ce ne Mmh. sont pas seulement les filles qui ont été incestuées qui se mettent en position d'objet sexuel. Dans les relations amoureuses, il y en a beaucoup. C'est Oui. peut-être parce que on est dans une société Oui. Voilà. où- qui encourage ce Oui. climat Tout à fait. Tout à fait. incestuel. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans votre ouvrage, vous parlez des troubles narcissiques qui sont liés au déficit de la relation au père. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que là aussi, je pense que ça va concerner beaucoup, beaucoup de nos lecteurs et lectrices surtout. Quels sont ces troubles narcissiques? Je l'ai peut-être un peu évoqué tout à l'heure en parlant des filles incestuées. Oui, Comment sentir sa valeur lorsque tu n'as pas été considérée dans ce que tu étais comme fille, la fille. En fait, cette fille incestuée, elle n'a pas de père, comme si elle n'en avait pas. Ce qui se comporte avec elle, c'est l'homme. Et il ne la traite pas comme sa fille, il la dénie comme fille. oui, Donc, en soi, c'est une très grande blessure narcissique.
La fille, le père est parti, l'a abandonnée, l'a rejetée. C'est une grande blessure narcissique. J'ai des patientes là, qui sont dans la quarantaine, une patiente entre autres qui est dans la quarantaine, et le père est parti quand elle avait 4 ans, il est parti avec une autre femme, il a eu une autre fille, et il n'a jamais, presque, ben, il a revu cette fille au tout début, mais par la suite, il ne l'a plus revue parce que, ben, en plus, la mère était très en peine et très fâchée et très blessée. Il est demeuré, donc ça n'a pas aidé à ce que la fille puisse continuer à voir son père. Donc, cette femme qui est aujourd'hui dans la quarantaine, le père est toujours vivant, elle sait qu'il existe, qu'il demeure dans la même ville, mais il ne demande jamais de ses nouvelles, il ne vient jamais la voir. Ah Il oui, ne se voit pas. Donc, il ne connaît même pas ses petits-enfants. oui, Donc, ça continue d'être blessant. C'est-à-dire, ce n'est pas blessant une fois au moment où ça arrive, oui, parce que le rejet se perpétue. oui, Donc, c'est la ça. blessure narcissique, même si la fille a par ailleurs réussi sa vie personnelle, sa vie professionnelle, il y a une blessure en elle qui se manifeste d'abord des moments d'angoisse, de dépression, mais surtout au niveau relationnel, de la confiance en l'autre. Oui, c'est Voilà. ça. C'est rarement absolu. Vous allez me dire, mais quand le père meurt, on va parler de blessure narcissique, Eh oui, il est mort, pas de sa faute. C'est la vie, un malheur qui lui arrive. Et justement là, on peut penser qu'il va y avoir une idéalisation du père. Ça va être le contraire. Et ça peut amener une identification quand même pour la fille à cette figure paternelle idéalisée. Donc, ce n'est pas, absence du père n'égale pas euh, blessure narcissique ou autodévalorisation. Mais comme je dis, heureusement, les gens ont des ressources. Et là où ils ne peuvent pas trouver un support identificatoire ou affectif, oui, elles vont, les femmes, les filles vont le chercher ailleurs. eh oui, Ok? Le rôle de leur mère, c'est aussi de les aider à chercher, à trouver dans leur milieu des figures qui pourront éventuellement se substituer, contre, contrebalancer ces membres. Mais dans dans toute vie, il y a des membres. eh oui, bien sûr. Alors, Pardon. et alors, il y a peut-être aussi des cas de figure où, quand le père est parti ou est mort prématurément, eh bien, la fille peut réussir parce que il n'est plus un obstacle non plus, dans le sens que s'il avait été vivant, il aurait pu mettre des limites, être pervers ou narcissique, ou bon, bref, toutes les... Je pense par exemple à Barbara Streisand, dont j'ai écouté la biographie récemment, qui n'a pas connu son père et qui a formidablement bien réussi. Et je pensais que dans certains cas, le fait que le père soit absent est peut-être un facteur de réussite aussi, dans le sens qu'il ne met pas de limites ni d'obstacles. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ouais, c'est là que justement vous faites entrer en jeu le rôle du sujet, en fait. Tout dépend du sujet, Oui. hein, de la personne qui a perdu. Parce que si on était déterminé seulement par les circonstances, ce serait désespérant. Ce serait la liberté. Oui, c'est ça. Donc, euh, Barbara Streisand, comme d'autres, comme Marguerite Duras, on fait des choix. On fait avec leur histoire, les situations de la vie, les circonstances. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes ressources. Mhm. Je sais que on n'a pas les mêmes ressorts, et ils n'ont pas les mêmes capacités de puiser dans leur environnement. Ça aussi, ça dépend des ressources qui sont dans l'environnement. Oui, Il peut y avoir oui. une figure maternelle forte, mais d'autres personnes qui ont influencé. Mais encore faut-il que la personne soit capable de penser ce qui lui arrive et de poser des actes elle-même. C'est pour ça que je me dis, c'est pas l'absence du père en soi qui peut être un facteur de réussite,
mais ça va dépendre de comment le sujet va Oui, voilà, faire face à la situation. D'ailleurs, c'est vrai pour toutes les situations bien dont on sûr. a parlé. Il y a des gens qui pourquoi quelqu'un s'en sort mieux face à la même situation? Ah tiens, elle, elle s'en est très bien sortie, par rapport à l'autre, parce qu'il y a d'autres facteurs que l'absence du père ou les manques, les Oui, insuffisances bien du sûr. père qui vont jouer. C'est-à-dire que le rôle de la mère, hein, le rôle de l'environnement, la personne elle-même dans ses capacités intellectuelles, Oui, psychiques, affectives, on le voit, hein, il y en a qui ont vraiment des capacités. voilà, oui, Je ne veux pas employer le mot résilience parce que je trouve qu'il est utilisé à oui, tout, mais qui ont plus de force que d'autres. oui, en plus de Oui, force que d'autres. ouais. Alors, pour conclure, on va parler de comment guérir du mal du père, parce que c'est un petit peu ça aussi. Bon, voilà, en ce qui concerne les outils pour nos lecteurs, comment guérir de ce lien au père lorsqu'il est problématique ou manquant. Voilà. Quels D'accord. sont les outils à notre disposition? Alors, premièrement, je vais vous parler en analyste, Oui, oui. donc il n'y a pas de recette. Donc, désolée. Mais il est vrai que quand j'écoute mes patientes, elles me demandent comment. Et j'aurais envie d'avoir un livre de recettes. Je dis, attendez, un de père et de pouvoir, et malheureusement. Mais ce que je leur dis, c'est souvent, vous avez eu une souffrance, un manque, et au fond, la plupart du temps, vous n'avez pas voulu regarder ça. Vous avez voulu l'ignorer, le dénier ou le compenser. Peut-être ces solutions-là n'ont pas fonctionné. Et les solutions sont devenues des problèmes. Mhm. Alors peut-être qu'on pourrait juste essayer de considérer votre histoire, votre passé. Non pas, je ne demande pas de l'accepter parce que dans un premier temps, c'est douloureux. Mais peut-être de pouvoir, l'affronter, de regarder ce qui est arrivé et essayer de ressentir aussi ça implique de repasser par la souffrance, que ce manque a produit. Au lieu d'essayer de le rejeter, de Mhm. le calmer, d'y consentir. Consentir non pas, ça ne veut pas dire souffrir toute sa vie, bien sûr, mais consentir à son histoire. Oui, Que c'est ça mon histoire? Et qu'elle peut être racontée, qu'elle peut être partagée. Parce que souvent, ces filles qui sont incestuées ou abandonnées ou rejetées, elles ont honte. oui, Ça, c'est très important. Elles ont honte de leur manque. Et à partir du moment où on est capable de surmonter cette honte, de l'affronter, de dire, ben voilà ce qui m'est arrivé, il est possible de partager, d'en parler avec son thérapeute, d'en parler avec son conjoint, avec un ami, un proche. Et certains vont trouver des solutions créatrices, hein, que ce soit euh, dans l'art, l'écriture, et la oui, reconnaissance, autrement dit, de, de, de cette blessure. Et ce que je vous dis est valable pour toute la plupart des situations. et C'est oui. la grande difficulté, en fait. Voilà. Donc, dans tous les cas, vous conseillez tout de même une thérapie, d'entrer en thérapie pour en parler, pour y faire Dans la face. mesure où justement on n'est pas arrivé à faire place. Et oui, c'est ça. Parce que c'est ça la grande difficulté, c'est que il nous arrive des choses dans la vie, des malheurs, hein, mais un malheur, c'est pas une maladie. Qu'est-ce qui fait qu'un malheur devient une maladie? Mhm. C'est pas moi qui le dis, c'est Freud. C'est qu'on n'a pas été capable de l'affronter. Voilà, C'est c'est devenu ça. une névrose, c'est devenu une psychose, c'est devenu un trouble de personnalité limite, c'est devenu euh, des comportements inappropriés, des Mhm. maladies physiques. Alors, c'est de l'affronter, de le reconnaître et de dire, ben voilà, c'est de consentir à son histoire au sens, mais évidemment pas non plus faire la victime. Moi, quand je dis consentir à Oui, son ne pas, ça ne veut pas dire se présenter, oh voilà, c'est comme non, c'est oui, parce que
parce que quand je dis consentir, c'est-à-dire que c'est de ne plus se voir comme un objet qui a subi quelque chose, mais un sujet qui a affronté et comment il a pu, ou elle a pu s'en sortir. Mhm. D'accord. Alors, pour terminer, est-ce que vous auriez un message pour les lecteurs roumains, vos Ah lecteurs bien, et futurs lecteurs, lectrices? j'ai chez moi des gens qui viennent de Roumanie, qui ont Oui, émigré de Roumanie, et j'ai constaté que souvent il y avait une absence de père chez les femmes. Je ne sais pas si c'est typiquement un problème roumain, je pense qu'on peut le voir ailleurs aussi, oui hein, aussi, mais mais oui. dans plusieurs des cas, j'ai vu que les filles, les enfants étaient confiés à des grands-parents, qu'il y avait un manque au niveau même de la mère, une sorte surtout dans les premiers temps de la vie. Je ne sais pas si c'est, j'ai eu quand même plusieurs personnes venant. Alors je me suis dit, c'est peut-être ça, peut-être pour ça que ça a été traduit en roumain, peut-être que ce problème, on le rencontre davantage en Roumanie, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux leur dire, c'est que j'espère que ça va les aider à mieux comprendre et qu'il est toujours possible de m'écrire un mot à Oui, mon adresse courriel s'ils le désirent. d'accord, Mais que nous ah oui, je allons. suis très heureuse de savoir que mon livre trouve un écho en Roumanie. C'est vraiment